Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Inside News Review. Aujourd'hui, nous posons une question que des millions de Congolais se posent dans l'intimité de leur douleur. Les sanctions occidentales contre le Rwanda ont-elles produit le moindre effet sur le terrain ? 9 mois après l'adoption des mesures restrictives européennes du 17 mars 2025, le groupe rebelle M23 contrôle davantage de territoires entre cette date et aujourd'hui. Goma reste aux mains des forces rwandaises et de leurs supplétifs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 7,8 millions de personnes déplacées dans l'est du Congo. Plus de 400 civils tués lors de la seule offensive de décembre 2025 sur Uvira. 28 millions de Congolais confrontés à l'insécurité alimentaire. Et pendant ce temps, l'économie rwandaise affiche une croissance de 9,7% au troisième trimestre 2025. Ses exportations de minéraux transformés ont bondi de 115% comparativement. Et la raffinerie Gasabo, pourtant sanctionnée, traite désormais 2,5 tonnes d'or par mois contre 600 kg avant les sanctions. Aujourd'hui, Inside News Review vous propose une analyse approfondie sur ce que nous appelons l'architecture de l'impunité. Nous allons décortiquer les mécanismes qui permettent à Kigali de poursuivre sa guerre d'agression en toute liberté malgré les condamnations verbales de Bruxelles, Londres et Washington. Nous allons suivre la piste des armes, celle des minéraux et celle de l'argent. Nous allons identifier les fournisseurs, les acheteurs et les complices silencieux. Car derrière les communiqués de presse et les déclarations solennelles se cache une réalité que les chancelleries occidentales préfèrent taire. Les mêmes pays qui sanctionnent le Rwanda d'une main continuent de l'armer de l'autre. Les mêmes entreprises qui dénoncent les minerais du sang continuent d'en acheter. Et les mêmes institutions qui proclament la défense des droits humains ferment les yeux sur ce qui constitue, selon les experts des Nations Unies, des crimes de guerre systématiques. Préparez-vous à une analyse sans concession, car le Congo mérite la vérité, et la vérité commence par nommer les responsables. Le 17 mars 2025 restera inscrit dans les annales diplomatiques comme le jour où l'Union européenne a officiellement reconnu ce que les Congolais dénoncent depuis des années. Le Rwanda mène une guerre d'agression contre la République démocratique du Congo. Le Conseil de l'UE a adopté ce jour-là le règlement 2025-509 et la décision 2025-510, ciblant 9 individus et une entité économique. Examinons la composition de cette liste avec précision. Côté militaire rwandais, 3 généraux figurent parmi les sanctionnés. Le major général Ruki Karusizi, commandant des forces spéciales de la RDF jusqu'en mars 2025, le major général Eugène Koubito, chef de la 3e division, et le brigadier général Pascal Mouizi, commandant de la 2e division. Ces 2 dernières unités sont documentées par le groupe d'experts de l'ONU comme étant déployées dans l'est du Congo, aux côtés du M23. Côté M23, 5 dirigeants ont été visés. Bertrand Bisimwa, président politique du mouvement, Désiré Roukomera, responsable du recrutement et de la propagande, le colonel John Imani Nzenze, chef du renseignement, Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi, vice-responsable des finances, et Joseph Musanga Bahati, nommé gouverneur du Nord Kivu par l'administration rebelle illégale. Le volet économique cible Francis Kamanzi, directeur général du Rwanda Mines. Petroleum and Gas Board, l'organisme régulateur des ressources minières rwandaises, ainsi que la Gasabo Gold Refinery, unique raffinerie d'or du pays, identifiée par les experts onusiens comme le point de transit principal de l'or illégalement extrait des territoires congolais, contrôlés par le M23. Arrêtons-nous un instant sur la logique de ce dispositif. L'Union européenne prétend modifier le comportement d'un État agresseur en interdisant à 9 personnes de voyager en Europe et en gelant leurs éventuels comptes bancaires sur le continent. Comme si empêcher le général Nkubito de passer ses vacances à Paris allait stopper les colonnes blindées qui avancent sur Uvira. Comme si bloquer un compte en banque à Bruxelles allait démobiliser les 25 000 combattants du M23. Cette approche révèle soit une naïveté confondante,
soit une hypocrisie calculée. Les individus sanctionnés sont remplaçables. Paul Kagame l'a d'ailleurs démontré. 2 jours avant l'annonce des sanctions, le général Karusizi a été remplacé à la tête des forces spéciales par le brigadier général Stanislas Gachougi. La machine de guerre continue de fonctionner. Les généraux sanctionnés continuent de commander depuis Kigali. Leur interdiction de voyager en Europe ne les empêche pas de diriger des opérations militaires au Congo. Sanctionner des individus sans toucher aux flux financiers de l'État, sans embargo sur les armes, sans exclusion du système bancaire international, sans cibler les acheteurs de minerais du sang, c'est choisir délibérément l'inefficacité. C'est afficher une posture morale pour les communiqués de presse, tout en préservant les intérêts économiques qui lient l'Europe au Rwanda. Les États-Unis ont sanctionné 2400 individus et entités russes, exclu les banques russes du système SWIFT, imposé un embargo pétrolier, gelé les réserves de la Banque centrale russe. Contre le Rwanda, 32 personnes et 2 entités, des interdictions de voyage et le maintien des accords commerciaux sur les minerais. La disproportion parle d'elle-même. Ces sanctions n'ont jamais été conçues pour arrêter la guerre. Elles ont été conçues pour donner l'illusion d'une réponse, pour permettre aux dirigeants européens de déclarer qu'ils ont agi tout en sachant pertinemment que leurs mesures n'auraient aucun effet sur le terrain. Le sang congolais peut continuer de couler. L'essentiel est que l'Europe puisse affirmer qu'elle a fait quelque chose. Pour comprendre cette stratégie de l'illusion, il faut examiner les divisions internes de l'UE et les intérêts qui ont façonné cette réponse volontairement inefficace. L'adoption des sanctions du 17 mars n'a pas été un long fleuve tranquille. Le processus a été retardé par des blocages internes révélateurs des intérêts divergents au sein de l'Union européenne. En février 2025, le Luxembourg a demandé de reporter les mesures restrictives en attendant les résultats des négociations régionales de Harare. Le ministre des Affaires étrangères Xavier Bettel a argumenté que 3 à 4 jours supplémentaires permettraient d'évaluer les progrès diplomatiques africains. Cette tentative de dilution a finalement échoué, mais elle a exposé la fragilité du consensus européen. Le cas français mérite une attention particulière. Paris a joué un rôle déterminant dans le blocage de sanctions plus robustes, une position directement liée aux intérêts de Total Energy au Mozambique. Le géant pétrolier français développe un méga-projet gazier de 20 milliards de dollars dans la province de Cabo Delgado, où la sécurité dépend des troupes rwandaises déployées contre l'insurrection islamiste locale. Les documents analysés par plusieurs sources indépendantes révèlent que la France a fourni 40 millions d'euros au secteur de la défense rwandaise pour financer le déploiement des troupes de Kigali au Mozambique. Une allocation explicitement liée aux intérêts de Total Energy. L'UE a elle-même versé 20 millions d'euros en 2022 et 20 millions supplémentaires en novembre 2024 via le Fonds européen pour la paix pour soutenir cette même présence militaire rwandaise. Le rapport du groupe d'experts de l'ONU de décembre 2024 documente un fait troublant. 3 commandants de haut rang sanctionnés pour leur rôle au Congo, les généraux Nikubito Muizi et Alexis Kagame, ont servi dans la task force rwandaise au Mozambique. Le commandant actuel de cette force, Emi Ruvusha, figure dans le rapport de juin 2023 comme dirigeant les opérations de la RDF dans l'est du Congo. Plusieurs États membres, dont la Suède, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, ont exprimé leur opposition au financement de novembre 2024, citant précisément cette connexion entre les 2 théâtres d'opération. Les conditions imposées, notamment l'absence de mouvement de troupes entre le Congo et le Mozambique, sont décrites par les analystes comme impossibles à vérifier et à appliquer. En juillet 2024, une société de sécurité liée au parti au pouvoir au Rwanda, Isco Segurança, filiale d'Isco Global Limited, rattachée au conglomérat Crystal Ventures, fondé par le Front patriotique rwandais, a obtenu le contrat de gardiennage du site gazier de Total Energy
à Cabo Delgado. Le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, a rencontré Paul Kagame à Kigali en janvier 2022 pour signer un accord de coopération et les deux hommes ont été photographiés ensemble au Grand Prix de Formule 1 de Monaco 5 mois plus tard. Cette architecture d'intérêts croisés explique la timidité structurelle de la réponse européenne. Mais elle ne suffit pas à expliquer l'échec total des sanctions sur le terrain. Pour comprendre cet échec, il faut examiner ce qui s'est passé après le 17 mars 2025. Le paradoxe le plus frappant des sanctions européennes réside dans leur effet inverse apparent. Loin de dissuader Kigali, les mesures restrictives semblent avoir déclenché une accélération de l'offensive militaire. Rappelons la chronologie. Entre le 23 et le 30 janvier 2025, le M23 capture Goma, capitale provinciale de plus d'1 million d'habitants. Le 16 février, c'est Bukavu, capitale du Sud Kivu, qui tombe. Le 17 mars, les sanctions sont adoptées. Le même jour, le M23 annonce son retrait des pourparlers de paix de Luanda, citant les mesures européennes comme obstacle au dialogue. En février 2025, avant même les sanctions formelles, le M23 s'empare de Nyabibwe, ville minière stratégique du Sud Kivu, renforçant sa domination sur les routes commerciales du coltan et de l'or. En mars, le groupe consolide son contrôle sur Rubaya, principale région productrice de coltan de la RDC, représentant 15% de l'approvisionnement mondial. Un système d'extraction organisé est mis en place, avec des taxes mensuelles estimées à 800 000 $ sur le seul coltan. Le front reste relativement stable de mars à novembre 2025, période durant laquelle le M23 se concentre sur la construction d'une administration parallèle. Puis, le 1er décembre 2025, l'offensive reprend en direction du Vira. En 9 jours, les forces rebelles et rwandaises capturent Lubarika, Luvungi, Katogota, Bwegera, Mutarule et Sangé. Le 10 décembre, Uvira tombe sans résistance significative, les forces congolaises et burundaises s'étant repliées la veille. Cette offensive intervient une semaine après la signature solennelle des accords de Washington du 4 décembre 2025, conclus en présence du président Trump entre les présidents Tshisekedi et Kagame. L'accord prévoyait le retrait des troupes rwandaises du Congo dans un délai de 90 jours. Il est devenu lettre morte en 72 heures. Les chiffres du renforcement militaire du M23 sont éloquents. Selon Reuters, le groupe a triplé ses effectifs au cours de l'année 2025. Le Critical Threats Project de l'American Enterprise Institute estime que le M23 dispose désormais d'au moins 25 000 combattants dans ses forces de sécurité. Les experts onusiens documentent entre 5 000 et 7 000 soldats rwandais combattant aux côtés des rebelles. L'armement s'est sophistiqué. Lors de l'offensive de décembre, le représentant américain au Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré que le Rwanda avait récemment déployé plusieurs missiles solaires et d'autres armements lourds et sophistiqués au nord et sud Kivu pour aider le M23. Des drones d'attaque, des pièces d'artillerie de gros calibre et des armes explosives ont été documentées par Human Rights Watch. Comment expliquer ce paradoxe ? Comment des sanctions censées contraindre un État peuvent-elles coïncider avec l'expansion la plus significative de son influence militaire depuis 2 décennies ? La réponse se trouve dans les circuits économiques qui échappent aux mesures restrictives. Le conflit dans l'est du Congo n'est pas une guerre ethnique, ce n'est pas une guerre de sécurité. C'est une guerre économique, financée par l'extraction et le trafic de minerais qui alimentent l'industrie technologique mondiale. Les données économiques révèlent une anomalie flagrante. En 2023, le Rwanda a exporté pour 885 millions de dollars d'or, ce qui en fait le premier produit d'exportation du pays et le classe 64e parmi les exportateurs mondiaux. En 2024, les exportations d'or rwandais ont atteint 1,5 milliard de dollars, représentant 88,2% des recettes minérales totales du pays. Le problème,
Les rapports géologiques confirment que la production domestique d'or au Rwanda est en déclin structurel. Les gisements sont épuisés ou difficilement accessibles. La Banque centrale rwandaise a elle-même confirmé que peu de mines d'or existent physiquement sur le territoire national. Comment un pays dont la production baisse peut-il devenir un exportateur majeur? La réponse des experts de l'ONU est univoque. La contrebande à grande échelle depuis le Congo. Le circuit est documenté. L'or brut est extrait dans les zones contrôlées par le M23, principalement en Ituri et au nord Kivu. Il est transporté par des négociants vers la raffinerie Gazabo à Kigali. Il y est raffiné et réexporté sous étiquette rwandaise vers les marchés mondiaux, principalement les Émirats arabes unis. La zone minière de Rubaya, au cœur du territoire de Masisi, constitue le nerf de la guerre. Cette région produit le coltan, minerai essentiel à l'industrie électronique mondiale pour la fabrication de condensateurs, de smartphones et de composants informatiques. Bintou Keita, chef de la MONUSCO, a rapporté que le commerce des minerais 3T, étain, tungstène et tantal génère environ 300 000 $ par mois pour le M23. Le rapport du groupe d'experts de l'ONU de décembre 2024 confirme que la coalition AFC M23 contrôle les centres commerciaux de Rubaya et Mushaki, ainsi que les routes de transport de minerais vers le Rwanda, où les minerais de Rubaya sont mélangés à la production rwandaise. Les experts concluent que l'extraction frauduleuse, le commerce et l'exportation vers le Rwanda des minerais de Rubaya bénéficient à la fois à l'AFC M23 et à l'économie rwandaise. La désignation de la raffinerie Gasabo par les sanctions européennes visait précisément à couper ce flux. Résultat, contre toute attente, la raffinerie a augmenté sa cadence de traitement après les sanctions. En décembre 2025, son directeur Kayobotsi Bosco affirmait traiter 2,5 tonnes d'or par mois, contre 600 kg auparavant, opérant à 30% de sa capacité totale. Il justifie ces volumes par l'importation depuis 6 pays africains non en conflit, une assertion contestée par les observateurs internationaux, mais suffisante pour maintenir le flux commercial. Les sanctions ont bifurqué le marché plutôt que de l'étouffer. L'or rwandais est devenu toxique à Londres et Bruxelles, mais reste parfaitement liquide à Dubaï et Shanghai. Les Émirats arabes unis n'ont imposé aucune restriction. La Chine poursuit ses achats sans modification de politique. La Turquie a même augmenté ses investissements commerciaux dans le secteur énergétique rwandais. Cette résilience économique explique en partie l'inefficacité des sanctions. Mais elle pose une question plus fondamentale. Pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas ciblé les acheteurs finaux des minerais du sang? L'année 2025 a mis en lumière une fracture profonde au sein des institutions européennes. D'un côté, le Parlement européen exige la fermeté. De l'autre, la Commission européenne maintient les partenariats économiques. Cette schizophrénie institutionnelle constitue le talon d'Achille de la réponse occidentale. Le 13 février 2025, le Parlement européen a adopté une résolution par 443 voix pour, 4 contre et 48 abstentions, exigeant la suspension immédiate du mémorandum d'entente sur les matières premières critiques signé entre l'UE et le Rwanda en février 2024. Les eurodéputés ont souligné l'incohérence absolue de financer le développement d'une chaîne de valeur minière au Rwanda alors que ce pays pille les ressources de son voisin. Ils ont demandé le gel complet de toute aide budgétaire et l'arrêt des financements via le programme Global Gateway. Le Parlement a qualifié les minéraux concernés de tachés de sang et a relayé les accusations portées contre des géants technologiques comme Apple, soupçonnés d'utiliser des minéraux de conflit blanchis par le Rwanda dans leur chaîne d'approvisionnement. La réponse de la Commission a été un refus catégorique. La commissaire Dubravka Šuica a argumenté que la suspension du mémorandum serait contre-productive, car l'accord offrirait un levier pour exiger une meilleure traçabilité et des normes environnementales. Je cite, « La Commission ne soutiendra pas d'investissement concret dans le traitement de minerais dont l'origine est incertaine. Notre soutien assure des conditions de travail sûres, y compris la lutte contre le travail des enfants. »
Suspendre le mémorandum pourrait être contre-productif, car cela minerait une incitation à assurer une production et un commerce responsable des minerais par le Rwanda. En octobre 2025, lors du forum Global Gateway, la présidente Ursula von der Leyen a rencontré Paul Kagame et annoncé un investissement supplémentaire de 40 millions d'euros pour l'industrie biopharmaceutique rwandaise, s'ajoutant aux 900 millions d'euros déjà engagés par l'UE au Rwanda. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayigwamba Wagner, a qualifié cette situation de double standard évident lors d'une intervention à Bruxelles en octobre 2025. Comparant la réponse européenne au conflit congolais avec celle déployée contre la Russie pour l'Ukraine, elle a déclaré « C'est une incohérence manifeste, je veux être constructive ici », qui nous rend curieux et désireux de comprendre pourquoi l'UE hésite encore tant à agir. Les chiffres de cette disparité sont accablants. L'UE a adopté 16 paquets de sanctions contre la Russie, ciblant plus de 2400 individus et entités, incluant des gels d'actifs massifs, des restrictions aériennes, des exclusions bancaires du système SWIFT. Contre le Rwanda, 32 individus et 2 entités ont été sanctionnés, avec des mesures limitées au gel d'avoirs individuels et aux interdictions de voyage. Cette disparité pose la question des critères qui déterminent la réponse internationale aux violations du droit international. Et elle nous conduit à examiner une dimension rarement abordée dans les médias occidentaux, la question des armes. Pour qu'une armée fasse la guerre, il lui faut des armes. Pour que le M23 triple ses effectifs et déploie des missiles sol-air, il faut des fournisseurs. Qui sont-ils ? Cette question est rarement posée dans le débat public occidental. Les données du Stockholm International Peace Research Institute révèlent une trajectoire alarmante. Les importations d'armes majeures du Rwanda ont bondi de 117% entre 2022 et 2023, passant de 17 à 37 millions de dollars. Depuis 2019, elles ont augmenté de 3600%. Cette courbe ascendante coïncide précisément avec la résurgence du M23 fin 2021 et l'intensification du conflit au Congo. Ces chiffres ne couvrent que les systèmes d'armes majeures. Les armes légères, les munitions, les équipements tactiques et les transferts de technologie échappent largement à la comptabilité publique. Le Rwanda dispose d'une alliance militaire ancienne avec Israël, formalisée par des échanges diplomatiques réguliers. En 2015, le Rwanda a rouvert son ambassade à Tel Aviv. En 2019, Israël a ouvert une ambassade à Kigali. Les visites ministérielles se sont multipliées. Avigdor Lieberman en 2014 comme ministre des Affaires étrangères, puis en 2018 comme ministre de la Défense. Cette relation stratégique s'incarne dans le partenariat entre Israel Weapon Industries, IDWI, et la Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation, REMCO. IDWI, fondée en 1933, figure parmi les fabricants d'armes légères les plus réputés au monde. Ces produits équipent les forces de défense israéliennes et sont exportés dans des dizaines de pays. Le fusil Galil, le Tavor, la mitrailleuse Negev, le pistolet mitrailleur Uzi. En mai 2025, lors de la conférence internationale sur la sécurité en Afrique, ISCA, organisée à Kigali, REMCO a présenté les équipements fabriqués localement en partenariat avec IWI. Le président Kagame a personnellement visité le stand. Les matériels exposés comprenaient des fusils d'assaut, modèles Arad 5 300 BKL et ACE N22, portée effective 500 mètres, des fusils de précision AC Sniper et Arad Sniper. Portée 800 mètres, la mitrailleuse légère Negev ULMG, des pistolets, des véhicules blindés légers et des gilets pare-balles. Ces équipements sont destinés aux forces de défense rwandaises et figurent également dans l'arsenal des forces de défense israéliennes. Depuis 2016, le Rwanda opère des obusiers automoteurs Atmos 2000 de 155 mm, fabriqués par la société israélienne Soltime Systems, désormais Elbit Systems. Ces systèmes d'artillerie lourde, avec une portée de 41 km,
ont été révélés lors de l'exercice Hard Punch au centre d'entraînement au combat de Gabiro. Cette acquisition n'a jamais été officiellement annoncée. La relation israélo-rwandaise n'est pas nouvelle. Des rapports non confirmés mentionnent des ventes d'armes et des formations militaires dès 1990. L'historien israélien Yair Oron a documenté des livraisons d'armes israéliennes au Rwanda pendant le génocide de 1994. 7 cargaisons de munitions entre avril et juillet 1994, supervisées par des officiers israéliens transitant par Tirana et Tel Aviv. La Cour suprême israélienne a décidé en 2016 que les archives de ces ventes resteraient scellées. L'analyse des armes saisies sur le terrain par les forces congolaises révèle une prédominance d'équipements de fabrication chinoise. L'analyste congolo-belge Jean-Jacques Wondo Omanyundu a déclaré au China Global South Project en juillet 2022. Les armes du M23 saisies par les FARDC sont presque toutes de fabrication chinoise, principalement de Norinco et Xinxing. Norinco, China North Industries Corporation, est le géant chinois de l'armement. Fournisseur principal de l'armée populaire de libération, le groupe exporte des chars, des systèmes d'artillerie, de défense aérienne et des armes légères dans le monde entier. Xinxing est spécialisé dans les uniformes militaires et les équipements tactiques. Le Rwanda a acquis des obusiers automoteurs PLZ 89 de 122 mm fabriqués par Norinco, révélés lors d'exercices militaires en novembre 2017. Ces systèmes d'artillerie chenillés n'ont jamais fait l'objet d'annonces officielles. La Chine maintient des liens militaires étroits avec Kigali. En février 2024, Pékin a déployé un attaché de défense officiel au Rwanda. L'Ouganda, documenté par les experts onusiens comme soutien du M23, a également acheté des armes à Norinco et à Polytechnologie. En novembre 2023, Norinco a signé un partenariat avec l'armée ougandaise pour établir un centre de recherche chez les drones. Polytechnologie, autre mastodonte chinois de l'armement, fondé en 1984, a été sanctionné par les États-Unis en 2013 pour des livraisons d'armes à l'Iran. Elle a fourni des véhicules blindés VN2C à l'armée ougandaise. Le groupe Dekon, basé à Shanghai, affiche sur son site internet des images des uniformes militaires rwandais qu'il fabrique pour le compte des forces de défense rwandaises. En février 2024, un document confidentiel des Nations Unies a révélé l'utilisation par les forces rwandaises de systèmes de missiles sol-air sophistiqués dans l'est du Congo. Un missile a été tiré contre un drone d'observation de l'ONU sans l'atteindre. Le document, vu par l'AFP, précise que le renseignement militaire externe de France confirme l'évaluation selon laquelle le système SAM mobile WZ551 6x6 IFV est rwandais. Le système Yitien est un système de défense aérienne à courte portée fabriqué par Norinco. Il consiste en une tourelle équipée de 8 missiles surface-air Tianlong 6, dérivés du missile RR Y90, monté sur un véhicule blindé 6x6 WZ551. Portée effective 300 à 6000 mètres. Altitude opérationnelle jusqu'à 4000 mètres. Ce système est conçu pour abattre avions, hélicoptères, drones et missiles de croisière. Le rapport de l'ONU précise que le M23 et l'armée rwandaise disposent également de canons anti-aériens et de systèmes MANPADS, Man Portable Air Defense System. Ces armements posent un risque élevé pour tous les aéronefs gouvernementaux, congolais et onusiens dans la région. En janvier 2023, le Rwanda a abattu un jet d'attaque Sukhoi Su-25 de l'armée congolaise avec un MANPAD. Depuis, le M23 a revendiqué avoir abattu plusieurs drones CH-4 et Bayraktar TB2 des FARDC. En novembre 2025, un CH-4 a été abattu au-dessus de Walungu, Sud Kivu. Les débris montraient des restes de munitions guidées laser AR-1 ou FT-10 en septembre 2021. Le Rwanda a acquis un nombre non divulgué de drones Bayraktar TB2 auprès de la Turquie,
après une visite du ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, à Ankara. Selon Africa Intelligence, le Rwanda prévoyait d'acquérir jusqu'à 12 de ces drones, au prix unitaire d'environ 1 million de dollars. Le Bayraktar TB2, drone de combat à moyenne altitude et longue endurance, s'est illustré en Libye, en Syrie et en Ukraine. Il a une portée effective de 150 km, une autonomie de 27 heures et transporte des munitions guidées laser MAM-L et MAM-C. Le gouvernement rwandais a officiellement déclaré que ces drones seraient déployés au Mozambique contre les insurgés islamistes. Rien n'empêche leur redéploiement. En février 2024, le Rwanda a également acquis des systèmes anti-drones polonais Sky Control et Field Control auprès d'Advanced Protection Systems, APS, pour détecter, suivre et neutraliser les drones hostiles. Qu'en est-il du Congo ? La RDC est soumise depuis 2003 à un embargo onusien visant les groupes armés non gouvernementaux sur son territoire. Pour le gouvernement congolais, les restrictions ont été progressivement levées. Depuis la résolution 2006-67 de décembre 2022, les chars, avions et navires ne sont plus soumis à notification préalable au comité des sanctions. Cependant, certaines catégories d'armement restent soumises à notification. Les armes légères de calibre jusqu'à 14,5 mm, les mortiers jusqu'à 82 mm, les lance-grenades et lance-roquettes jusqu'à 107 mm, les manpads et les systèmes de missiles anti-chars guidés. La résolution d'ONU 738 de juin 2024 a renouvelé ce régime jusqu'au 1er juillet 2025. Face à la menace du M23, la RDC s'est tournée vers l'industrie de défense chinoise. En 2023, elle a acquis 9 drones d'attaque CH-4 auprès de China Aerospace and Technology Corporation, CASC, au prix estimé de 1 à 2 millions de dollars l'unité. En janvier 2024, 2 commandants du M23 ont été tués par une frappe de drone. Mais depuis, au moins 4 de ces 9 drones ont été abattus par les défenses anti-aériennes rwandaises. La RDC a également acquis des drones Bayraktar TB2 turcs et des drones bulgares. Mais ces acquisitions restent insuffisantes face à la sophistication des moyens déployés par le Rwanda. Nous assistons à une situation où les mêmes fournisseurs arment les deux camps d'un conflit. Norinco vend des ébusiers au Rwanda et des drones à la RDC. La Turquie vend des Bayraktar aux deux pays. Israël arme le Rwanda, tandis que ces entreprises cherchent des contrats en RDC. Les sanctions occidentales du 17 mars 2025 n'ont imposé aucune restriction aux fournisseurs d'armes. Aucune sanction contre Israel Weapon Industries. Aucune sanction contre Norinco. Aucune sanction contre Polytechnologie. Aucune sanction contre les banques qui financent ces transactions. Cette architecture de la mort fonctionne parce qu'elle sert des intérêts économiques qui transcendent les déclarations de principe. Les fabricants d'armes chinois n'appliquent aucun critère de droits humains à leurs exportations. Les entreprises israéliennes opèrent dans l'opacité, leurs archives scellées par décision de justice. Les circuits de réapprovisionnement restent ouverts via des pays non alignés sur la politique de sanctions. Pendant ce temps, les armes continuent d'affluer. Les missiles solaires abattent les drones congolais. Les obusiers de 155 mm bombardent les positions des phares d'essai. Les fusils d'assaut fabriqués à Kigali en partenariat avec IW équipent les combattants du M23. Et personne ne pose la question « Comment stopper ce commerce de mort ?» Face aux sanctions et aux condamnations internationales, le président Paul Kagame a adopté une stratégie de défiance assumée qui mérite d'être analysée dans ses propres termes. Dans une interview accordée à Jeune Afrique en février 2025, Kagame a déclaré que les sanctions représentaient une violation de la souveraineté rwandaise basée sur une compréhension occidentale biaisée du conflit. Je cite « Aucune sanction ne nous intimidera. Le Rwanda choisira toujours de faire face à une menace existentielle, indépendamment des sanctions.
Le 4 juillet 2025, lors de la cérémonie commémorant le 31e anniversaire du génocide, Kagame a utilisé un langage particulièrement agressif, qualifiant les sanctions de stupides et déclarant à l'égard des puissances occidentales « Allez en enfer ». Si quelqu'un pense pouvoir nous sanctionner, en quoi? Allez en enfer. Le 16 mars 2025, veille de l'adoption des sanctions, Kagame a demandé aux Rwandais de resserrer leur ceinture et d'anticiper des temps difficiles comparables aux sacrifices endurés pendant la guerre de libération. La stratégie argumentative de Kigali repose sur plusieurs piliers. Le premier met en avant la menace des FDLR, Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, présentée par les autorités rwandaises comme un danger sécuritaire majeur. Ce groupe armé, historiquement composé d'anciens éléments impliqués dans le génocide de 1994, opère depuis l'est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame reproche régulièrement aux puissances occidentales de minimiser cette menace. Cette lecture est remise en question par de nombreux analystes. Près de 3 décennies après le génocide, les FDLR apparaissent militairement affaiblis, fragmentées et réduites à des effectifs limités. Au regard des standards militaires contemporains, mais aussi de leur implication essentiellement locale en RDC, leurs capacités ne traduisent pas une orientation stratégique dirigée vers une déstabilisation du Rwanda. Leur ancrage opérationnel en territoire congolais suggère des objectifs désormais centrés sur des dynamiques locales, sans impact existentiel réel sur la sécurité rwandaise. Le second pilier dénonce l'hypocrisie occidentale et les doubles standards, pointant l'écart entre la réponse musclée contre la Russie et la retenue extrême face au Rwanda. Le troisième invoque les responsabilités historiques de la Belgique, ancienne puissance coloniale, dans les événements ayant conduit au génocide. Le jour même de l'adoption des sanctions européennes, le Rwanda a rompu unilatéralement ses relations diplomatiques avec la Belgique, ordonnant aux diplomates belges de quitter le pays dans un délai de 48 heures. Le ministère des Affaires étrangères rwandais a accusé la Belgique d'avoir constamment miné le Rwanda, bien avant comme pendant le conflit en cours en RDC, dans lequel la Belgique a joué un rôle profondément violent. Cette rhétorique de victimisation et de défi fonctionne parce qu'elle trouve un écho dans un contexte international marqué par la méfiance envers l'Occident et la mémoire du génocide. Elle permet à Kagame de retourner l'accusation contre ses accusateurs et de mobiliser un soutien intérieur sur des bases nationalistes. Mais elle ne change rien à la réalité documentée de l'agression contre le Congo. Au terme de cette investigation, il est temps de nommer les choses par leur nom. Les sanctions européennes du 17 mars 2025 ne sont pas un échec. Elles sont une réussite, car elles ont accompli exactement ce pourquoi elles ont été conçues. Donner l'illusion d'une action tout en garantissant la poursuite des affaires. L'Occident n'est pas impuissant face au drame congolais. L'Occident est complice. Complice par l'architecture financière. Les mêmes banques européennes qui ont exclu la Russie du système SWIFT continuent de traiter les transactions rwandaises. Les mêmes places financières qui ont gelé 300 milliards de dollars de réserves russes laissent circuler librement les revenus de l'or et du coltan pillés au Congo. L'argent du sang congolais transite sans entrave par Londres, Francfort et Zurich avant d'atteindre Kigali. Complice par le commerce des armes. Israel Weapon Industry fabrique les fusils d'assaut utilisés par les forces rwandaises qui massacrent des civils congolais. La Chine fournit les équipements qui arment le M23. Ces transferts se font au vu et au su des gouvernements occidentaux, qui disposent des moyens de renseignement pour les documenter et des leviers diplomatiques pour les interrompre. Ils choisissent de ne rien faire, complices par la protection diplomatique. La France bloque des sanctions plus robustes pour protéger les investissements de Total Energy au Mozambique. Le Luxembourg retarde les mesures restrictives sous prétexte d'attendre les négociations régionales.
La Commission européenne refuse de suspendre l'accord sur les minerais critiques malgré les votes du Parlement. Chaque institution trouve sa raison de ne pas agir, complice par le financement direct. L'Union européenne a versé 40 millions d'euros à l'armée rwandaise via le Fonds européen pour la paix. Cet argent européen paie les mêmes soldats qui, selon les rapports onusiens, commettent des crimes de guerre au Congo. Les contribuables européens financent les bourreaux tout en pleurant les victimes. Complices par le double standard assumé. Quand la Russie viole la souveraineté de l'Ukraine, l'Occident déploie un arsenal de sanctions économiques sans précédent dans l'histoire. Quand le Rwanda viole la souveraineté du Congo, l'Occident interdit à quelques généraux de prendre l'avion pour Bruxelles. Cette disparité n'est pas un hasard. Elle reflète une hiérarchie des vies humaines où le Congolais vaut moins que l'Ukrainien, où le coltan vaut plus que le sang. Complices par le silence médiatique. Les grands réseaux d'information occidentaux consacrent des heures de couverture à chaque missile tombant sur Kiev. Le massacre de 319 civils à Rutshuru en juillet 2025 n'a occupé que quelques secondes des journaux télévisés. La chute d'Uvira, deuxième ville du Sud Kivu, a à peine été mentionnée. Ce silence n'est pas un oubli. C'est un choix éditorial qui reflète les priorités géopolitiques des propriétaires de médias, complices par la perpétuation du chaos utile. Un Congo déstabilisé est un Congo dont les richesses peuvent être extraites à moindre coût, sans négociation équitable, sans respect des normes environnementales, sans partage des bénéfices avec les populations locales. Le désordre sert les intérêts de ceux qui achètent les minerais. La guerre est rentable pour ceux qui n'y meurent pas. Que faudrait-il pour que l'Occident agisse réellement? Que le M23 menace les mines de cobalt du Katanga dont dépendent les batteries Tesla et Volkswagen? Que les réfugiés congolais arrivent par dizaines de milliers sur les côtes méditerranéennes? Que les flux de minerais vers la Chine deviennent un enjeu de compétition stratégique suffisant pour justifier une intervention? La vérité est que l'Occident pourrait arrêter cette guerre en quelques mois s'il le décidait. Un embargo total sur les minerais rwandais, l'exclusion des banques rwandaises du système financier international, la saisie des avoirs de l'élite rwandaise dans les capitales occidentales, des pressions sur les Émirats arabes unis et la Chine pour qu'ils cessent leurs achats, la menace de poursuite devant la Cour pénale internationale contre les commandants responsables. Ces mesures équistent. Elles ont été déployées contre la Russie, contre l'Iran, contre le Venezuela. Le savoir-faire est là. Les outils juridiques sont disponibles. Seule la volonté politique manque. Et cette absence de volonté a un nom, complicité. Chaque téléphone portable contenant du tantal congolais, passé par le Rwanda, est une pièce à conviction. Chaque batterie de voiture électrique alimentée par le cobalt du Kivu est un acte d'accusation. Chaque euro versé au Fonds européen pour la paix qui finit dans les caisses de l'armée rwandaise est une participation au crime. L'Occident ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Les rapports de l'ONU sont publics. Les enquêtes des organisations de défense des droits humains sont accessibles. Les témoignages des survivants sont documentés. L'information existe. Elle est ignorée par choix. Le Congo est le test de la sincérité occidentale sur les droits humains, sur le droit international, sur l'égalité entre les peuples. Ce test, l'Occident est en train de le rater. Et les 7,8 millions de déplacés congolais, les milliers de morts, les femmes violées, les enfants enrôlés de force, sont le prix de cet échec moral. L'histoire jugera. Elle jugera Kagame et ses généraux. Mais elle jugera aussi ceux qui, depuis les capitales occidentales, ont choisi le profit contre la justice, le silence contre la vérité, la complicité contre l'humanité. Chers auditeurs, nous voici au terme de cette analyse. Vous savez maintenant. Vous savez que les sanctions du 17 mars 2025 ont été conçues pour échouer. Vous savez que sanctionner des généraux remplaçables, tout en maintenant les flux financiers intacts, relève de la mise en scène diplomatique. Vous savez que les mêmes pays qui versent des larmes sur le Congo versent des millions à l'armée rwandaise. Vous savez que Total Energy pèse plus lourd dans les calculs de Paris que les 7,8 millions de déplacés congolais.
Vous savez que l'or du sang transite librement vers Dubaï, pendant que Bruxelles rédige des communiqués de condamnation. La question n'est plus de savoir si l'Occident peut arrêter cette guerre. Il le peut. Il l'a prouvé contre la Russie en quelques semaines. La question n'est plus de savoir si les outils existent. Ils existent. Embargo, exclusion bancaire, saisie d'avoirs, poursuites pénales internationales. La question est désormais celle-ci. Combien de temps encore accepterons-nous d'être les témoins silencieux d'un crime dont les auteurs et les complices sont identifiés? Car le silence fait de chacun un complice. Le Congolais de la diaspora, qui ne porte pas cette vérité dans son pays d'accueil, devient complice. Le citoyen européen qui achète son téléphone sans questionner l'origine du Tantal devient complice. Le journaliste qui détourne le regard devient complice. Le politique africain qui ménage Kigali par calcul diplomatique devient complice. On nous dit que la situation est complexe. Non, la situation est simple. Un État en agresse un autre. Des civils sont massacrés. Des minerais sont pillés. Des profits sont réalisés. La complexité est l'alibi de ceux qui refusent de choisir leur camp. On nous dit que le Congo doit d'abord compter sur ses propres forces. Soit, mais compter sur ses propres forces commence par refuser le statut de victime impuissante. Commence par exiger des comptes à ceux qui prétendent être nos partenaires tout en finançant nos bourreaux. Commence par nommer publiquement les entreprises, les banques, les gouvernements qui tirent profit du chaos congolais. On nous dit que l'histoire jugera. L'histoire juge déjà. Elle juge Kagame qui envoie ses troupes massacrer des civils au nom d'une menace sécuritaire fabriquée. Elle juge von der Leyen qui serre la main du commanditaire des massacres avant de signer des accords commerciaux. Elle juge Macron qui protège les investissements de Total Energy au prix du sang congolais. Elle juge chaque dirigeant occidental qui a choisi le coltan contre la justice. Mais l'histoire nous jugera aussi. Elle jugera ce que nous avons fait de cette information. Elle jugera si nous avons porté cette vérité ou si nous l'avons laissée mourir dans l'indifférence. Elle jugera si nous avons exigé des comptes ou si nous avons accepté les communiqués de façade comme réponse suffisante. Le Congo n'a pas besoin de pitié. Le Congo a besoin que le monde cesse de participer à sa destruction. Le Congo a besoin que les consommateurs européens demandent d'où viennent les minerais de leurs batteries. Que les électeurs occidentaux interpellent leurs représentants sur les accords avec Kigali. Que les diasporas africaines refusent le silence complice de leur pays d'accueil. Aujourd'hui, Inside News Review a fait son travail. Documenté, nommé, accusé. Nous avons mis les preuves sur la table. Les rapports de l'ONU, les chiffres des exportations, les noms des fournisseurs d'armes, les montants versés par l'Union européenne à l'armée rwandaise, les liens entre Total Energy et la complaisance française. Ces preuves sont désormais entre vos mains. Ce que vous en ferez déterminera si cette émission aura servi à quelque chose ou si elle rejoindra la longue liste des cris ignorés. Le Congo attend, non pas dans la résignation, mais dans l'exigence de justice. Non pas dans la mendicité, mais dans la revendication de dignité. Non pas dans le silence, mais dans la dénonciation de ceux qui profitent de sa souffrance. Merci de votre suivi attentif. Partagez cette émission. Tortez ces informations dans vos cercles. Questionnez vos élus. Interpellez les entreprises. Refusez le confort de l'ignorance. Retrouvez-nous à la prochaine émission d'Inside News Review. Le combat pour la vérité continue. Que Dieu protège le Congo et lui donne la force de ceux qui refusent de courber les chines devant l'injustice.